Bonne Omnium à tous, ici le héros de l'histoire, votre aventurier d'Hyrule dévoué. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos des références culturelles dans les jeux vidéo Zelda. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est une franchise qui comporte de nombreuses références culturelles, et il nous en reste encore beaucoup à découvrir. Alors ne perdons pas plus de temps et partons à l'aventure. Commençons avec une chouette qui apparaît dans plusieurs Zelda. Avant de poursuivre, je souhaite signaler que le hibou se distingue de la chouette par deux aigrettes qu'il a sur la tête. Ce sont deux plumes proéminentes sur le dessus donc de la tête qui évoquent des oreilles, même si ce n'en est pas. Alors, sur les fansites en français donc, qui parlent de Zelda, l'oiseau est désigné comme étant un hibou. Et peut-être que vous aussi, vous y voyez un hibou. Mais d'après mes recherches, il s'agit plus vraisemblablement d'une chouette. En effet, visuellement, il y a deux plumes qui évoquent des sourcils, mais pas d'aigrettes à proprement parler. De plus, une pierre à potin d'Ocarina of Time sur 3DS nous présente l'oiseau comme étant une chouette. Et enfin, le terme utilisé en japonais est fukuro, et cela désigne la chouette. Voilà, donc mettons-nous d'accord et disons qu'il s'agit d'une chouette. Mais comme hibou et chouette se ressemblent beaucoup, il y a souvent confusion entre les deux oiseaux. Et peut-être pour cette raison, leur symbolique semble liée. D'ailleurs, en anglais, il n'existe qu'un seul terme, c'est owl. O-W-L, je ne sais pas si la prononciation est correcte. Alors, commençons donc par le premier jeu où l'on voit apparaître cette fameuse chouette, c'est dans Link's Awakening, qui est sorti en 1993. Link est guidé donc justement par cette fameuse chouette. Celle-ci lui explique qu'elle est une manifestation de l'esprit du poisson rêve. Elle apparaît comme la gardienne de l'île de Cocolint. Elle ne porte pas encore de nom, mais elle est sans doute la chouette qui va inspirer celles qui vont suivre. Dans Ocarina of Time, en 1998, elle porte le nom de Kaepora Gaebora. D'après une pierre à potin, elle serait la réincarnation d'un ancien sage. Peut-être, en effet, s'agit-il de la réincarnation de Gaepora, un personnage de Skyward Sword. Skyward Sword qui est un Zelda qui est sorti en 2011. Donc si vous vous souvenez, dans ce jeu, il s'agit du directeur de l'école de chevalerie et du père donc de la princesse Zelda. La phonétique de son nom, son visage et sa sagesse font écho à la chouette dont nous parlons. Cependant, dans le livre Hyrule Historia, il est dit que Kaepora Gaebora est en réalité Rauru, qui aurait changé de forme. Rauru qui s'écrit donc R-A-U-R-U, je ne sais pas si je prononce correctement. Mais Link rencontre plusieurs fois Rauru sous une forme humaine. Donc c'est un peu contradictoire, sauf si Rauru change de forme pour se déplacer dans Hyrule. Je me suis interrogé à ce propos et Gaepora ressemble à Rauru. Alors peut-être que Rauru est la réincarnation de Gaepora et qu'il se transforme en chouette pour suivre et guider Link. Donc, quand la pierre à potin dit que Kaepora Gaebora est la réincarnation d'un sage, ça aurait du sens. Passons donc à Zelda Majora's Mask, qui est sorti en 2000. La même chouette apparaît, mais son nom ne nous est pas donné. Comme pour les jeux précédents, elle garde la même fonction auprès de Link, c'est-à-dire qu'elle lui vient en aide. Passons à Fastward Adventure, donc qui est sorti en 2004, il y a là, à nouveau, une chouette. Là encore, l'apparence est similaire, et elle conserve le même rôle de guide et de conseillère. En résumé, il s'agit d'une chouette pleine de sagesse qui aide Link dans son aventure à chaque fois qu'elle apparaît dans un jeu vidéo Zelda. À partir de tout ce que nous venons de dire, quelles références culturelles nous pouvons découvrir? Tout de suite, j'ai fait le lien avec la mythologie grecque. En effet, la chouette était associée à la déesse Athéna. Et vous savez quoi? Athéna était la déesse de la sagesse, tout comme notre chouette est un sage. La chouette, en Occident, est donc associée à la sagesse et à la connaissance. Au Japon, traditionnellement, la chouette symbolise la chance et la protection. Tout comme la chouette, dans Zelda, elle est là pour protéger Link. Donc cela coïncide avec sa fonction. De plus, depuis la restauration de Meiji en 1868, au moment donc où le Japon s'ouvre à l'Occident, l'image de la chouette évolue. Elle devient également symbole de sagesse et d'éducation, comme dans la symbolique occidentale. C'est aussi une caractéristique que porte la chouette dans Zelda. Dans le Japon d'aujourd'hui, la chouette est à la fois un symbole de chance et de protection, et un symbole de sagesse et de connaissance. Cette description correspond plutôt bien à la chouette que l'on rencontre dans les Zelda. Le symbolisme japonais de la chouette semble être la véritable inspiration de la chouette des Zelda. Donc, enfin, parlons de la symbolique du hibou pour les Amérindiens d'Amérique du Nord. Donc ici je dis hibou, mais comme je l'ai dit, hibou et chouette sont assez proches au niveau donc de l'apparence, et il y a souvent confusion et leur symbolique est liée. Mais là, plus précisément, il s'agirait du hibou. Voilà. Donc là encore, on retrouve un lien avec la sagesse et la connaissance. Donc visiblement, beaucoup d'humains à travers le monde ont associé le hibou et la chouette à la sagesse et à la connaissance. Mais ce n'est pas le plus intéressant ici. Chez certains peuples amérindiens,
et notamment chez les Algonquins, le hibou est une fonction psychopompe, c'est-à-dire qu'il accompagne les morts dans l'autre monde. Dans les Zelda, la chouette de Link's Awakening peut être rapprochée de cette fonction. En effet, elle est la messagère du poisson-rêve. Le poisson-rêve est endormi et le sommeil peut être associé à la mort. De plus, attention spoiler, quand le poisson-rêve va se réveiller, l'île de Cocolint va disparaître, ce qui implique aussi la disparition, autrement dit la mort des personnages vivants sur cette île. La chouette de Majora's Mask peut aussi être approchée de cette fonction. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la théorie qui explique qu'en fait, l'aventure de Link dans le monde torturé de Termina est une métaphore de la mort. Partant de là, la chouette qui vient aider et guider Link occupe bien un rôle de guide de l'âme de Link vers le monde des morts ou à travers le royaume des morts. Cela dépend si Termina représente un passage vers l'autre monde ou bien représente directement l'autre monde. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le hibou, ou plutôt la chouette, des jeux vidéo Zelda. Maintenant, passons à la deuxième référence culturelle de cette vidéo. Dans Zelda Majora's Mask, il existe 4 géants qui sont chacun associés à un point cardinal. Il y en a donc un qui se situe au nord, au pic des neiges, un qui se situe au sud, dans le bois cascade, un qui se situe à l'ouest, à la Grande Baie, et enfin un qui se situe à l'est, dans la vallée d'Ikana. Dans le monde de Termina, les 4 géants jouent un rôle de gardien. À la fin du jeu, spoiler alert, Link fait appel aux géants pour retenir la lune qui menace de s'écraser et de détruire Termina. À partir de là, voyons ce que nous pouvons découvrir comme référence culturelle. Il semble y avoir tout d'abord une correspondance avec les 4 rois célestes qui sont les gardiens des points cardinaux et de la loi bouddhique, en Chine et dans les autres lieux où le bouddhisme est d'inspiration chinoise. Ils sont notamment présents au Japon. Ils sont également décrits comme étant de très grande taille. Le rôle de gardien, la taille géante et l'association avec les points cardinaux font penser aux géants de Majora's Mask. Voici une représentation du gardien du Nord, Vaïs Ravana. Donc excusez-moi pour les prononciations, je ne suis pas certain. Voici maintenant une représentation du gardien du Sud, Viru Daka. Maintenant du gardien de l'Ouest, Viru Paksa. Et enfin du gardien de l'Est, le plus difficile pour moi à prononcer, c'est Dhratarashtra. Pardonnez-moi donc encore une fois pour la prononciation. Puisqu'il s'agit d'une croyance asiatique, notamment présente au Japon, il est fort probable que, si référence il y a, ça soit à propos donc de ces rois célestes. Cependant, il est toujours intéressant de chercher un peu plus loin, et on se rend compte que, dans d'autres croyances, ailleurs dans le monde, d'autres peuples ont associé des divinités aux points cardinaux. C'est le cas chez les Mayas. En effet, dans les croyances mayas, il existe un groupe de 4 frères, que l'on appelle les Bakab. Ils étaient placés aux 4 points cardinaux et ils portaient le ciel. Là encore, on retrouve une similitude avec les 4 géants de Majora's Mask. C'est d'autant plus frappant que les géants de Majora retiennent la lune qui tombe du ciel. Donc, métaphoriquement, ils empêchent le ciel de tomber sur la tête des habitants de Termina. Passons à la troisième référence culturelle dont nous allons parler dans cette vidéo. Dans Zelda Oracle of Seasons, le général des ténèbres Onox enlève Din, l'oracle des saisons. Il emprisonne ensuite l'oracle dans un grand cristal à l'intérieur de son château. Onox enfonce également le temple des saisons dans le monde souterrain qui porte le nom de Subrosia. Ceci a pour effet de perturber le cours des saisons, ce qui est une menace pour le monde de Holodrum. Finalement, spoiler alerte, Link bat Onox et libère Din. Le cycle des saisons est alors restauré. À partir de là, quelles références pouvons-nous mettre en évidence? En bon amateur de la mythologie grecque, ça vous rappelle peut-être à vous aussi une histoire. En effet, il semble que l'enlèvement de Din et le dérèglement des saisons fassent écho à l'histoire de Perséphone. Perséphone était une déesse ravissante. Alors qu'elle se promenait dans les bois en compagnie de nymphes, elle s'écarta du groupe pour aller cueillir un narcisse. Elle fut alors remarquée par Hadès, le dieu des enfers. Celui-ci, la voyant ravissante, voulut en faire sa reine. Il l'enleva pour l'emmener avec lui dans son royaume souterrain. Perséphone cria et appela sa mère Déméter à l'aide. Déméter, c'était la déesse de l'agriculture et des moissons donc chez les Grecs. Cette dernière alla chercher sa fille partout mais sans succès. Attristée, elle déclara donc « La terre sera affamée tant que je n'aurai pas retrouvé ma fille ». Cela va donc dérégler le cours des saisons et menacer l'avenir de la terre. Hélios, le dieu du soleil, révéla alors à Déméter que c'était Hadès qui l'avait enlevée. Elle alla donc aux enfers réclamer sa fille, mais Hadès refusa de la lui rendre. Alors, l'affaire fut portée devant Zeus, et Zeus, pour ne froisser personne, proposa un compromis. Pendant 6 mois, elle vivrait aux enfers, avec Hadès, ce qui correspond à l'automne et à l'hiver donc, et pendant 6 mois, elle vivrait sur Terre avec sa mère, ce qui correspond donc au printemps et à l'été. Ainsi, le cycle des saisons fut réglé. Donc je pense que le parallèle est ici évident, une jeune femme est enlevée, et cela dérègle le cours des saisons, ce qui menace le monde. Puis une solution est trouvée, et le cours des saisons est rétabli à nouveau. Passons à la 4e référence culturelle de cette vidéo.
Dans plusieurs Zelda, Link peut utiliser des haricots magiques. Dans Ocarina of Time, Link a la possibilité d'acheter des haricots magiques à un marchand. Ces haricots peuvent être plantés dans certains carrés de terre. Je rappelle ici que dans Ocarina of Time, en jouant de l'Ocarina du Temps, nous pouvons passer d'une période à une autre. C'est-à-dire que quand Link enfin plante un haricot, il ne pousse pas tout de suite. Il faut jouer de l'Ocarina du Temps pour se rendre dans le futur. Link est alors adulte et les haricots ont poussé, ce qui permet d'accéder à des zones autrefois inaccessibles. Dans Majora's Mask, Link peut également acheter des haricots à un marchand. Là encore, ils peuvent être plantés dans certains carrés de terre. Pour faire pousser les haricots, il suffit alors de les arroser avec de l'eau, de jouer le chant des tempêtes ou bien d'attendre la pluie du second jour. Et là pareil, cela permet d'accéder à des zones inaccessibles autrement. Dans Triforce Heroes, Link peut utiliser des haricots qui ont poussé de façon naturelle. Enfin, parlons de The Minish Cap. Link, ou plutôt Kael, pour ceux d'entre vous qui ont vu mon let's play, qui l'ont suivi, peut faire des assemblages de fragments du bonheur. Chaque assemblage a une conséquence, comme débloquer une zone par exemple. Si Link fait un assemblage avec le Minish qui se situe au sud des collines de l'Est, cela a pour effet de faire pousser un haricot que le Minish avait planté. Link peut alors se rendre sur les lieux et grimper le haricot jusqu'à arriver sur un nuage. Il peut alors ouvrir 2 coffres et récupérer un quart de cœur. En somme donc, dans plusieurs Zelda, nous voyons des haricots qui poussent de manière extraordinaire. Le plus extraordinaire, c'est bien sûr celui de The Minish Cap qui grimpe jusqu'au ciel. Alors, quelle référence se cache là derrière? Il est probable qu'il s'agisse d'une référence au conte de Jack et le haricot magique. Donc je vais vous raconter brièvement l'histoire de Jack. Il était une fois, Jack, un jeune garçon qui vivait seul avec sa mère. Leur seul moyen de subsistance était une vache, mais malheureusement, cette dernière ne donnait plus de lait. La mère de Jack décida donc d'envoyer son fils la vendre au marché. En allant au marché, Jack rencontra un homme qui lui proposa d'échanger sa vache contre des haricots magiques. Quand Jack rentra chez lui, sa mère, vous vous en doutez, était très en colère et elle jeta les haricots par la fenêtre, puisqu'elle pensait que Jack s'était fait arnaquer. Pendant la nuit, les haricots poussèrent jusqu'au ciel et au matin, Jack découvrit la tige gigantesque. Il décida donc de grimper tout en haut. Une fois arrivé au sommet, il découvrit une grande maison. La maison était habitée par une géante, mais plutôt bienveillante cette géante, puisqu'elle mit en garde Jack vis-à-vis de son mari, un ogre féroce qui lui mangeait les humains. Bref, en somme, Jack va dérober une première fois un sac rempli de pièces d'or, puis il remonta une deuxième fois et déroba une oie qui pond des œufs d'or, et enfin, troisième fois, il récupéra une harpe en or. Tout cela permit à Jack et à sa mère de vivre sans se soucier de l'argent pour le reste de leur vie. Ainsi, comme dans les Zelda, il y a des haricots qui deviennent gigantesques. Et je pense que la référence est d'autant plus évidente dans Zelda The Minish Cap où, comme on l'a vu, il est question d'un haricot qui pousse jusqu'au ciel, tout comme dans le conte. En plus, Link va récupérer des trésors une fois dans le ciel, comme Jack. Et il n'y a cependant pas de géante ni d'ogre donc dans Minish Cap. Si vous n'avez jamais joué à The Minish Cap, je vous invite donc à découvrir ce jeu via mon let's play que j'ai fait sur celui-ci. Vous découvrirez que le monde de The Minish Cap, peut-être plus encore que les autres Zelda, évoque les contes de fées. Passons maintenant à la 5e et dernière référence culturelle de cette vidéo. Et nous allons continuer de parler de Zelda The Minish Cap. Si vous avez joué à The Minish Cap, vous avez sans doute croisé la route de Sopor. Sopor est le cordonnier d'Hyrule. Il s'endort très souvent pendant son travail. Durant son sommeil, les Minish, des petites créatures semblables à des fées ou des lutins, font les chaussures à la place de Sopor. Au réveil, il n'a plus qu'à faire les finitions et les chaussures sont prêtes, ce qui arrange bien les affaires du cordonnier. Alors, quelle référence se cache ici? Tout d'abord, je souhaite vous préciser que Sopor est le terme grec pour désigner le sommeil. Ce qui n'est donc pas un hasard puisque c'est visiblement un gros dormeur. Ensuite, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un conte des frères Grimm qui se rapproche de l'histoire de Sopor. Il était une fois un cordonnier qui était devenu très pauvre. Il ne lui restait assez de cuir que pour fabriquer une dernière paire de chaussures. Il prépara le cuir, le posa sur la table, fit une prière et alla se coucher. Le lendemain matin, surprise, il découvrit une magnifique paire de chaussures sur la table où il avait posé le cuir la veille. Un client arriva et lui acheta la paire de chaussures à un très bon prix. Grâce à cet argent, le cordonnier put racheter du cuir pour fabriquer d'autres paires. Le soir, il prépara le cuir pour son travail du lendemain. Et là encore, surprise, les chaussures étaient faites. Il n'avait plus qu'à les vendre. Avec l'argent, il put racheter encore plus de cuir et l'histoire se répéta encore et encore. Le cordonnier devint riche. Curieux, le cordonnier voulut savoir ce qui se passait la nuit. Il en parla à sa femme et ils décidèrent de se cacher une nuit pour éclairer ce mystère. Ils virent alors 2 petits hommes, semblables à des lutins,
qui venaient pour fabriquer les chaussures. Donc voilà pour ce petit conte, je pense que vous aussi vous avez fait le lien, l'histoire est tout à fait similaire à celle de Sopor dans The Minish Cap. Et comme je vous l'ai dit, The Minish Cap dégage une atmosphère de conte de fées, donc la référence est tout à fait probable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai tenté de suivre les conseils qu'on m'a donnés, j'ai essayé donc de développer davantage mes explications. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite également à liker, à la partager et puis bien sûr à vous abonner si vous souhaitez m'aider et me soutenir. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures à travers les univers infinis de la fiction. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.